Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Stéphane Brisé, avec un Z, notre invité aujourd'hui, réalisateur de Sonatelle, il vient nous présenter son nouveau film dans quelques secondes. Avant cela, je voudrais quand même saluer Simone Isler sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Avec vous, on va parler livre, bouquin tout à l'heure. Et c'est quoi l'amour après 20 ans, c'est un peu ça? En fait, c'est tous les deux livres, donc sont tous les deux édités chez Jean-Claude Lattès. Et est-ce que vous savez que la directrice littéraire est Karina Houssine, la fille de monsieur et madame Houssine de la Baraka? Non, de Metz. Il faut expliquer à Stéphane et à nos amis téléspectateurs que nous avons à Metz un restaurant couscous qui est plutôt un des meilleurs du oui. Du monde. Oui, comment le savez-vous? Il paraît que il paraît que c'est du monde. Et donc, la fille, le monde est petit. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai choisi deux de ces livres. C'est pour rendre hommage à son travail. Que je connais très bien. Et c'est quoi? C'est l'amour après 20 ans? Un couple peut-il durer, c'est ça? En fait, dans tous les deux, on fait un constat d'une vie commune. L'un après 20 ans, l'autre après 40 ans, je crois, puisque les deux protagonistes sont vieux. Vous avez un avis là-dessus, Stéphane? je suis trop jeune pour avoir un avis là-dessus. Mais mon film parle de ça, d'une relation entre un fils et une mère, et un amour qui dure depuis bien plus longtemps. Michel Forêt avec nous, à Paris. Bonjour à tous. On aura tendance avec vous tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais vous montrer un film que j'ai eu la chance de voir, qui sort le 12 septembre. 19 même. Le 19 septembre. Et nous allons, avec Stéphane Brisé, en parler. Quelques heures de printemps avec Vincent Ladon, entre autres, mais Emmanuel Seigné et également Hélène Vincent. Je vous propose de jeter un œil sur la bande-annonce. Ensuite, je vous donnerai un peu les impressions, parce que j'ai eu, comme je disais tout à l'heure, la chance de le voir. Et forcément, on ne ressort pas indemne après avoir vu un film. On se pose plein de questions, en tout cas, et plein de questions sur la vie. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Vous avez parlé à quelqu'un de la démarche que nous allons entreprendre ensemble? Oui, j'en ai parlé à monsieur Lalouette, c'est un voisin. Puis j'en ai parlé à mon fils, bien sûr. Votre maman nous a dit que vous étiez d'accord de l'accompagner. Oui. C'est très bien. Moi, je trouve très bien que les proches soient présents. Je trouve ça vraiment essentiel. C'est pas la peine de soigner, t'as décidé que ça finirait mal. J'ai pas décidé que ça finirait mal. Je sais très bien ce que j'ai, il faut pas se raconter d'histoire. Il faut lui parler, faut pas rester comme ça. Ça me dérange pas, moi, il fait bien ce qu'il veut. C'est pas moi qui ai tout gâché, hein. Tu penses que ça m'amuse de rester là chercher des boulots de merde, hein? C'est pas parce que tu parles comme ton père il faisait que t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, merde? Madame Évrard, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu une belle vie? Le 19 septembre, ils sont très attachants. Moi, je suis rentré dans ce film et j'avais l'impression, je ne sais pas, de les connaître depuis longtemps, que tout ce qu'ils allaient vivre, ça allait être difficile. On a l'impression que c'est pratiquement insurmontable. Enfin, on ne va pas raconter tout le film. Mais en 2 mots, l'histoire, c'est donc quelqu'un qui sort de prison au bout de 18 mois de prison, qui est Vincent Ladon, qui a à peu près 48 ans. Et qui, ne sachant pas où aller, il retourne chez sa mère qui vit seule. Forcément, il y a 2 tempéraments, 2 caractères. Et où je vous trouve très fort, c'est qu'à votre place, quand Vincent Ladon était là,
on parlait souvent qu'un regard, qu'une expression suffisait, qu'il n'y avait pas besoin de dire des tonnes de mots pour qu'il y ait des choses qui sortent, des sentiments. Et je pense que dans ce film, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des tonnes de... Mais quand elles sont dites au bon moment, et le reste, c'est des regards, des échanges. Et donc, ce quadragénaire, ce quinquagénaire presque, vit donc avec sa mère. Et puis, à un moment donné, les relations deviennent un peu difficiles. Vous me dites au moment où je dois m'arrêter. Hein. Non, je vous en parlais bien. À ce moment-là, il est hébergé chez un copain qui connaît également la mère. Et en fouillant un peu dans les affaires, en allant chercher, je ne sais plus ce qu'il a cherché dans ce fameux buffet, il trouve un dossier où effectivement il apprend que sa mère est malade. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est une maladie grave et elle fait un choix. Au-delà de ça, c'est qu'il sait très vite, on sait très vite que la mère est malade, elle a une maladie grave. Et on voit dans l'extrait, dans la bande-annonce, qu'elle fait des rayons. Ce qu'il découvre dans ce tiroir, c'est qu'en fait elle souhaite suivre un protocole de suicide assisté en Suisse pour mettre fin à ses jours plus rapidement, de ne pas rentrer dans la phase terminale de la maladie. C'est particulier de vouloir finir sa vie comme ça. Et ce qui, à un moment, crée une tension dramatique, c'est qu'à un moment, on sait que tel jour, à telle heure, un personnage va mourir. Quoi. Et la question, c'est de savoir si ces deux personnes qui ont une relation extrêmement conflictuelle, ce fils et cette mère qui ont cette relation extrêmement douloureuse, est-ce qu'ils vont être capables de se rencontrer avant l'échéance finale? C'est vrai, je ne travaillerai pas la fin du film, mais pendant toute une partie, je me suis dit, est-ce qu'à un moment donné, elle ou lui vont se prendre dans les bras et se dire « je t'aime ». On attend ça, alors je ne dis pas si ça va arriver ou pas, hein, je dis simplement qu'à un moment donné, on attend ça, parce que la pression, vous avez réussi à nous mettre une vraie pression, c'est-à-dire qu'on est là, on est carrément dans le truc et on se dit « mais est-ce qu'il va lui dire ?» Et dans ce film, on a l'impression qu'à un moment donné, ça va très mal pour Lindon, on se rend compte qu'il y a un petit rayon de soleil qui s'appelle Emmanuel Seignet, qui essaie de lui redonner un peu de morale et qui l'envoie assez vite dans les cordes, hein, parce qu'elle a osé lui poser une question qui à ce moment-là n'était pas la bonne. La problématique du personnage que joue Vincent Lindon, c'est que c'est un personnage qui a grandi avec le sentiment qu'il n'a jamais été aimé. Donc au moment où il est face à une femme et qu'il entame une relation amoureuse, il ne sait pas faire, quoi. Il ne sait pas recevoir, il ne sait pas donner. C'est quelqu'un qui a certainement gâché toutes les occasions de sa vie à ce niveau-là. Mais toute l'histoire, c'est ça, du film, c'est de montrer finalement qu'il n'y a pas... Même au moment du chien, les deux s'adressent au chien comme si, je sais pas, le chien à un moment donné a plus d'importance affective que l'un et l'autre des personnages. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ils sont capables de témoigner des gestes d'affection aux chiens qu'ils sont incapables de se témoigner à eux-mêmes. Ils sont un peu handicapés. Hein. Alors par contre, il y a des choses étonnantes. Hélène Vincent, quelle actrice, quoi. C'est comme Lindon, c'est des regards, quoi. C'est des attitudes. Je sais pas, ils ont vraiment pris ça. C'est une histoire vraie. Cette histoire, c'est quelque chose qui a. Est-ce que c'est ma vie, c'est ça? Non, j'oserais pas vous demander ça. Souvent on pose la question au réalisateur, est-ce que c'est une histoire vraie? Alors je ne sors pas de prison et ma mère n'est pas malade. Non, c'est pas une histoire. J'ai pas adapté un livre. Moi, je vais être très honnête. C'est l'écho d'une colère personnelle. Celle qui habite le personnage, c'est celle qui m'habite personnellement, ou qui m'a habité. C'est-à-dire que quand cette relation essentielle sur laquelle on se structure tous, la relation avec sa mère, quoi, quand cette relation est abîmée, on pousse mal. Alors, avec le temps, avec du travail et de la réflexion, on peut apaiser tout ça. Et moi, j'ai eu la chance, j'ai le sentiment, en fait, avec ce film, d'avoir filmé le chemin que j'ai pas pris. Si ma colère à moi était supérieure tout au long de ma vie à mon instinct de survie, à ma passion, celle de faire des films, je serais le personnage. Alors voilà, j'ai filmé le chemin que j'ai pas pris, avec toujours, sans être un ravi de la crèche, l'idée que quelque chose est toujours possible jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment. Ouais. On ne va pas en dire plus. Moi, juste qu'on vienne sur cette connivence, si j'ose dire, avec Vincent Lindon, c'est le deuxième film. Hein, il y a eu Mademoiselle Chambon avant. Vous êtes rencontrés comment? Parce que lui, c'est aussi un personnage. Hein, il faut quand même un peu le connaître pour comprendre les clés. Quoi. Mais une fois qu'on les a, on les a. Quoi. Alors, oui, mais alors, ce qui est pratique avec Vincent et moi, c'est qu'on a les mêmes clés. Ah oui, donc, oui, d'accord. Donc... Pareil, on fonctionne pareil. Alors, sauf que peut-être Vincent, le potentiomètre est sur 24. Moi, il est que sur 12. Ah oui, donc, voilà. Sa colère, c'est la mienne. Ses enthousiasmes, c'est les miens. Les passions sur le tournage, ça allait quand même. Vous parliez de temps en temps. Ah, mais nous, on est extrêmement
comment dire, il y a une très très belle relation. On ne s'engueule jamais avec Vincent. Par contre, on se dit tout. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, ce qui va et ce qui ne va pas, on se le dit. C'est-à-dire que je comprends les mécanismes de Vincent, il comprend les miens. Ce qui fait que ça nous permet d'éviter beaucoup de malentendus entre nous. Et le choix des comédiens, Emmanuel Seigné, c'était... Il fallait à un moment qu'il y ait une rencontre très très rapide et qui mettre en face de Vincent. Je voulais une belle femme de 45 ans, qui mette en face de Vincent pour que quelque chose se noue extrêmement rapidement. Ouais. J'avais très très peu le choix. Et au moment où j'ai pensé à Emmanuel, si elle refusait à ce moment-là, j'aurais été bien embêté. Parce qu'elle a carrément inventé le rôle. Je veux dire qu'il y avait une partition qui était écrite, mais elle l'a rendue plus intéressante que ce qui était écrit. Sans changer un mot, parce qu'elle est, par son épaisseur, par sa densité, parce qu'elle trimballe, par son charisme, elle lui a apporté une dimension à son personnage qui est à la fois extrêmement bienveillant. Elle est bienveillante avec oui, elle est bienveillante avec lui. Et on sent qu'on lui marche pas sur les pieds. Quoi. Ouais. Et Emmanuel, c'est ça. Elle a ça à la fois beaucoup de douceur et beaucoup de puissance comme ça. Donc ça va vous donner envie de continuer, parce que là, effectivement, c'est un bon film, quoi. Moi, je peux vous le dire, parce qu'on est face à face. Là, moi, j'ai trouvé... Alors dur, hein, c'est sûr que c'est pas la comédie du siècle, on est bien d'accord. Hein, oui, mais c'est un film qui est... Voilà, quand on rentre, on sait qu'en sortant, on va être différent. Parce que forcément, ça... Vous voyez ce que je veux dire, ça remet des idées en place, quoi, et forcément, ça touche au plus profond. Ce qui est important pour moi, c'est de créer des émotions. Et c'est-à-dire que tout ça, certes, quand on raconte l'histoire, le mec qui sort de prison, sa mère est malade, elle va mourir. Moi-même, je suis presque pas sûr d'avoir envie d'aller le voir, si on me le présente comme ça. Mais un film, c'est plus que juste le résumé des quelques éléments dramaturgiques. Hein. Comme vous êtes plus que si je vous décris votre taille et la couleur de vos cheveux. Moi, ce qui m'importe, c'est de créer des émotions. Et là, en l'occurrence, c'était de faire pleurer bruyamment, lourdement, et même que ces larmes, en fait, sont l'écho de nos propres vies. C'est ça qui m'importe. C'est un art populaire, le cinéma. On y va pour se marrer, et je crois qu'on y va aussi pour pleurer. Et quand on a la chance de pouvoir le vivre, cette expérience dans la salle, je trouve que c'est assez privilégié. Avant de vous laisser repartir, je voudrais qu'on parle de cette expérience d'avoir fait un film en 10 jours. 4 jours. Ah, moi j'ai 10 sur mes fiches. Hein. Ouais, je vous parlais de Entre adultes. Oui, hein. Oui. C'est un film que j'ai écrit en 10 jours, que j'ai tourné en 4 jours et que j'ai monté en 4 jours. Et qui était un succès. En tout cas, qui fait partie d'après ce que je vois, c'était un succès. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ça... Comment on peut monter à... Enfin, je sais pas, moi, tous les gens qui viennent ici, Dieu sait si on en a eu un paquet, jamais entendu quelqu'un me dire j'ai fait un film en 4 jours. Quoi. Oui, vous marchez à quoi? Alors moi, c'est une bonne question, Jean-Mi. C'est une bonne question. Non, c'est bien que vous nous disiez à quoi vous marchez. On a besoin d'aller très vite. Ouais. Si vous avez un secret, c'est un moment de nous le donner aussi. On a besoin. Quoi. Il y a des moments où il ne faut pas aller très vite. Je vous dirai lesquels. C'était. Je savais que quand j'ai fait ce film, je savais que j'avais que 4 jours pour le tourner. Donc j'ai écrit une histoire que je pouvais tourner en 4 jours. Le problème, c'est de tourner en peu de temps quelque chose qui nécessite plus de temps. Mais si on est... La contrainte sollicite l'imagination très souvent. Et je n'avais que 4 jours pour le tourner. J'ai écrit un truc tournable en 4 jours. Et Claude Lelouch a dit banco tout de suite. Et ça, à l'époque... Non, Claude, quand il a... Le film, je l'ai tourné, moi, avec... il est fait à la lampe de chevet. Je veux dire, il y a zéro technique. Hein, je veux dire, on va la garder, cette expression. Il est fait à la lampe de chevet. Je trouve que ça explique bien les choses. À l'époque, le film, je l'ai fait comme ça avec une douzaine d'acteurs. Et quand Claude Lelouch a vu le film, il a dit mais il ne faut pas que ça reste sur une étagère, parce qu'il était prévu pour rester sur une étagère, ce film, hein, par sa forme de production. Et quand il a vu ça, il dit mais on va l'emmener sur les écrans. Et c'est ma rencontre avec Claude a commencé là. C'est fou quand même. Hein. Pas mal. Je vous propose, avant de vous laisser repartir, qu'on revoie la bande-annonce. Et puis, voilà, maintenant que vous êtes à la maison, quand vous êtes de passage, n'hésitez pas, vous serez toujours bien accueillis chez nous. Une dernière question, la sortie? Le 19 septembre, avec une Hélène Vincent remarquable, à Salon-d'Or en pleine forme, et une Emmanuel Seigné qui... Sublime. C'est ce qu'elle apporte au film. Merci beaucoup. Merci. Vous avez parlé à quelqu'un de la démarche que nous allons entreprendre ensemble? Oui, j'en ai parlé à Monsieur Lalouette, c'est un voisin. Puis j'en ai parlé à mon fils, bien sûr. Votre maman nous a dit que vous étiez d'accord de l'accompagner. Ben oui. C'est très bien. Moi, je trouve très bien que les proches soient présents. Je trouve ça vraiment essentiel.
C'est pas la peine de soigner, t'as décidé que ça finirait mal. J'ai pas décidé que ça finirait mal. Je sais très bien ce que j'ai, faut pas se raconter d'histoire. Il faut lui parler, faut pas rester comme ça. Ça me dérange pas, moi, il fait bien ce qu'il veut. C'est pas moi qui ai tout gâché. Tu crois que ça m'amuse de rester là à chercher des boulots de merde, hein? C'est pas parce que tu parles comme ton père faisait que t'as raison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, merde? Madame Emma, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez eu une belle vie? Voilà, donc après ce film, vous allez le voir? Ah oui, oui, bien sûr. Hein, Ah oui, oui. Moi, ça prenant, je le dis tout de suite. Honnêtement, non. Non, parce tu as besoin t'as pas envie de pleurer aussi. Moi, je suis dans l'autre catégorie que nous expliquait. Soit on va au cinéma pour rire, ou soit on va pour pleurer. Moi, j'y vais plutôt pour pleurer, donc, de rire. Pas de sentiment un peu. Vous pensez que sur un film comme ça, on peut vous toucher? Moi, personnellement, je suis assez sensible. Ah oui, donc, voilà. J'ai une grande sensibilité et si pour me remettre encore des choses comme ça dans la tête, j'ai pas besoin. J'ai besoin, moi, de m'évader. Moi, quand j'ai vu le film, en lisant d'abord le scénario, je me suis dit waouh! Et finalement, quand vous êtes dans cette projection, vous allez du premier truc, de la première image à la dernière. Vous ne pouvez pas sortir. Ça, vous pouvez pas dire maintenant, j'arrête. Et parce qu'il y a toujours cet espoir, l'espoir que ça y est mieux. Bon, je ne vais pas vous donner la malheureusement. Non, mais non, il n'y a pas de malheureusement. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit d'heureusement. Juste, si je tombe devant ma télé sur ce genre de film et que je vois le début, effectivement, je vais jusqu'au bout. Vous allez rester. Mais je ne prends pas la démarche d'aller au cinéma spécialement pour. Mais il y a des gens qui aiment, par exemple, Simone. Moi, en revanche, j'irai le voir parce que j'aime beaucoup les choses qui agitent. Ah oui, mais il y a d'autres choses qui font agitent réfléchir, aussi. Qui font de la peine. Oui, bien sûr, parce que j'ai vu le film avec Stallone, Schwarzenegger, etc. Ah ouais, carrément. Ah oui, carrément. Elle est passionnée aussi par ce genre de film. Carrément, c'était trop marrant. C'était trop improbable, c'était incroyable. Alors notre Arnold à nous est prêt. Voilà. Il va nous parler tendance. Après le cinéma, je vais vous parler tendance et le premier sujet, c'est le retour du manteau XXL, version XXL. Et oui, alors là je m'adresse à vous, messieurs, vous qui nous regardez, ne vous étonnez pas si lors de la prochaine saison, vous apercevez votre femme qui fouille et qui kidnappe les costumes et les manteaux, car en effet, qu'est-ce qui va remplacer les vestes et les blousons? Évidemment, c'est le manteau. Le manteau, et plus précisément... Cela dit, ça nous coûtera moins cher. Écoutez, les vieux manteaux d'époque, les grands manteaux d'hommes très lourds... On va laisser traîner. Écoutez... Moi qui ai fait rétrécir et raccourcir tous mes grands manteaux... Mais la mode, c'est comme ça. Les manteaux d'il y a 15 ans, c'était comme ça. Ça traînait par terre, c'était là. J'ai tout fait couper, machin. Alors, juste quelques détails, puisque vous savez, la mode, c'est un éternel recommencement, mais avec quelques détails en plus. Et les détails, c'est les épaules plus larges, des tons neutres, des couleurs qui vont du brun, gris, noir, au choix aussi au niveau des blousons. On retrouve des zips, et puis ce manteau va vous permettre, mesdames, de passer l'hiver au chaud. Le manteau va tout doucement remplacer les vestes et blousons fins de l'été. Première solution pour la saison prochaine, piquer son manteau dans le vestiaire masculin. Ce qui fonctionne, les épaules larges, un tombé droit parfait ou sa version croisée, en ajoutant quelques boutons ou avec zip pour une option plus moderne, dans les tons neutres comme le brun, gris ou noir. Un modèle indémodable pouvant se marier parfaitement avec tout type de vêtements. Une sorte de nouveau minimalisme stylé. On retrouve ce minimalisme sur les manteaux avec des formes très simples mais réalisées sur des manteaux volumineuses. Vous l'avez compris, le plus reste de jouer avec le volume et les formes arrondies. Et pour appuyer cette tendance, le par-dessus sans col attire tous les regards.
Remarquée dans plusieurs défilés, l'ouverture mettant en valeur le cou et le visage marque les esprits. Beaux exemples chez Chloé. Et dans la dernière collection de Raf Simons chez Jil Sander, cette fois proposée dans des belles teintes douces et pastel. Raf's really been thinking about Raf a vraiment beaucoup pensé à la haute couture des années 50 et à la façon de rendre ses références plus modernes. Il y a certainement l'influence de Cristobal Balenciaga. Je n'ai pas pensé à Dior peut-être jusqu'à ce moment, mais certainement à l'influence de Charles James et des autres grands créateurs de cette époque. Un style jolie madame, semblant intemporel mais proposé de plus en plus dans sa version ample, pouvant permettre à toutes les parties du corps de rester au chaud. L'autre possibilité reste la cape, féminine, faisant toujours sensation. Sherlock Holmes, pourquoi pas. Vous en pensez quoi, Simone, de tout ça? J'adore les nouveautés, hein. C'est évident, mais ça, bon, c'est-à-dire que le manteau long est un peu dur à porter. Je trouve que ça tasse, même pour moi qui suis grande, ça va faire un peu lourd. Mais bon, après, on s'habitue. Cette année, on va essayer peut-être un manteau comme ça, et puis l'année prochaine, on en achètera peut-être un deuxième. Et pendant 10 ans, ça va être le long. Je pense que pour les grands froids, effectivement, ça risque de bien protégé. Qu'avons-nous d'autre? Alors, les motifs à souhait. Oui. Le motif, on le voit partout pour cet automne-hiver 2012-2013. Tout est possible. Le style cubique, graphique, art fleuri ou folklorique. Très top art des années 70. Chez Prada, par exemple, même notre cher ami Karl nous témoigne toute son inspiration sur le motif. Il y en a de partout. Les imprimés prennent de nouvelles dimensions pour l'automne-hiver. Tout est possible, style Paisley, graphique, arty, fleuri ou folklorique. Les motifs très présents permettent l'évasion et invitent au voyage. Dans cette collection, nous avons parlé des influences que nous prenons dans le monde. Et c'est vrai que vous pouvez trouver quelque chose de folklorique. Mais ce n'est pas uniquement cela. Il s'agit de l'artisanat aussi bien que des régions évoquées. Le motif prend ainsi une nouvelle place, raconte une histoire, devient l'élément central du vêtement. Il est accentué par le mélange de matières, il apparaît sur du cuir, des brocarts, de la soie de manière inattendue. Il est désormais possible de reprendre tous les dessins qui inspirent et les retranscrire sur un tissu, comme l'explique très bien Karl Lagerfeld chez Chanel. Je me suis inspiré de ce qu'on appelle, ou ce qui s'appelle le cubisme tchèque, qui est un mouvement tchèque du début du siècle, en même temps que la sécession de Vienne, où il y a des choses qui m'ont beaucoup inspiré et qui avaient une chose parallèle, aussi bien pour les couleurs que pour les découpes et pour les formes, comme les broderies là, de toutes les couleurs, comme le prisme et tout ça. Ça vient. Il n'y a rien dans l'exposition à Prague qui ressemble à ça, mais l'inspiration, le feeling, c'est un peu ça. Et c'est amusant de découvrir quelque chose que le grand public ne connaît pas. En effet, toute forme cubique ou graphique attire l'œil, comme chez Prada et ses motifs pop art des années 70, ou encore l'imaginaire débordant de Marc Jacobs chez Louis Vuitton. Il y a des pierres en plastique, comme des hologrammes sur des brocarts en laine. Et beaucoup de trompe-l'œil, beaucoup de choses qui ressemblent à des broderies extrêmement lourdes. Certaines d'entre elles le sont, mais appliquées sur un tissu très naïf et simple. Et d'autres broderies plutôt simples appliquées sur des matières plus luxueuses. Donc il s'agit de ce jeu pour créer cette illusion très ornementale et décorative. Non, on se discute. Simone est en train de nous dire qu'elle trouve ça super. Oui, je trouve ça extraordinaire. Non, mais c'est exceptionnel. Et justement, les motifs,
On va les retrouver dans le dernier sujet, qui cette fois-ci, ce sont des motifs, mais plus en ornement. Si vous aimez briller, mesdames, à travers vos vêtements, vous aurez la possibilité cet automne-hiver 2012-2013 de briller à travers les robes. Car la réelle nouveauté de ces derniers défilés réside non plus dans les paillettes, mais plutôt dans les ajouts de bijoux et autres broderies précieuses apposées directement sur les vêtements. Ça veut dire qu'on prend des petits bijoux, et on les greffe et on fait des motifs, et je trouve ça plutôt sympa. Ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, ça brille, mais ça reste très chic. Diamant, 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 brillance, brillance, brillance de la tête aux pieds. Les strass, c'est bon. Comme Marilyn l'a dit, il est toujours agréable et intéressant de trouver un nouvel endroit où porter des diamants. Comme le souligne le duo D-Squared, les effets de brillance n'ont jamais été aussi présents dans les défilés, et notamment chez les créateurs italiens qui en raffolent. Armani ajoute des strass sur la plupart de ses robes, tandis que Dolce & Gabbana ne jure que par l'or, qui prend tout son effet sur des vêtements noirs et blancs. Par contre, la nouveauté et la réelle tendance se placent non plus dans les paillettes, mais plutôt directement dans les ajouts de bijoux et autres broderies précieuses. Quelques créateurs italiens l'ont parfaitement intégré avec parcimonie sur les vêtements, tandis que les Américains l'appliquent avec plus de légèreté, en jouant avec les matières et les couleurs. À Paris, le bijou prend tout son sens et attire l'œil par sa délicatesse et sa qualité. Albert Elbaz chez Lanvin s'amuse à en distiller de partout sur ses tops et robes, donnant encore plus de lumière à ses vêtements parfaits. De même chez Louis Vuitton, où Marc Jacobs mélange pierre en plastique et broderie luxueuse pour encore plus d'originalité avec un certain sens du chic. L'ornement décoratif devient le choix des créateurs et prend tout son sens chez Proenza Schuller, Marni, Ralph Lauren qui semblent faire fleurir des bouquets dorés sur leurs vêtements. Et il est vrai que la puissance de l'or et de l'argent remporte toujours autant tous les suffrages, notamment chez Jean-Paul Gaultier et ses effets de tags brillants. Il y a un petit peu de, on va dire au point de vue inspiration, la factory, tout un côté avec du métal, argent. Ce n'est pas un imprimé, c'est-à-dire que le métal doré, c'est pas du tout de la carta ou une chose comme ça, c'est un travail de jacquard. Et bien sûr, on remercie les images de Paris Mode, des images avec, bien Paris sûr... Mode pour leurs images. Oui, c'est Paris Mode pour leurs images. Enfin, je me comprends. Bon. Ça a fait rêver quand même Simone. Oui, alors ces messieurs sont terribles parce qu'ils me montrent des choses extraordinaires et il n'y a même pas un petit paquet... cadeau. Oui, c'est vrai, vous avez un moment cadeau. En même temps, on se dit que vous avez... Normalement, vous avez tellement de choses dans vos armoires, toutes, avec le nombre de paires de chaussures qui vont avec, je me dis que quoi qu'on fasse, on tapera à côté. Quoi. Ouais. Vous devez avoir un dressing exceptionnel. D'ailleurs, un jour, on va venir un peu faire un petit tournage. Ah bah si vous voulez. Si vous voulez. Pour sortir tous les cartons, voilà. Jean-Mi va venir chez vous. Dans ma cuisine aussi. Vous faites à manger aussi. Là, parce que dans 5 minutes, on a un rendez-vous avec Marie-Paul Wolf. Attention à ce que vous dites au niveau cuisine. Là, vous êtes méga surveillés. Dans quelques secondes, ça va. Elle est prête, donc nous aussi, on va la rejoindre dans quelques minutes. Avant cela, on va parfaire notre culture. Après le cinéma, après la mode, on va maintenant parler littérature avec, si j'ai bien compris, 2 histoires d'amour dans la durée. Oui, en fait, je vais vous parler de 2 livres, Les choix secrets de Hervé Bell et Le reste l'été de Nicolas Le Golfan. Alors, je vais commencer par celui que je tiens, justement. Donc, c'est un premier roman. En 2010. Non, c'est le premier roman, celui-ci. En fait, le garçon a déjà écrit des poèmes, etc. Et là, il se lance, il a déjà beaucoup de succès puisqu'il est chez nous. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de nous présenter, de le lire, celui-ci ? Eh bien, écoutez, j'en lis actuellement parce qu'ils sont assez petits ceux-là, hein, et puis ce sont des histoires, somme toute, assez faciles. Assez faciles, c'est tout public. Ce sont des livres qui vont peut-être être dans les prix.
Je ne sais pas encore, on le saura d'ici 2 semaines. Et en fait, on lit un livre comme ça en 2 soirées. Et donc, depuis que c'est vu la semaine dernière, j'en ai lu 4 ou 5. Et j'ai dû faire un choix. Et en plus, vous ne me laissez pas beaucoup de temps de parole. Donc, c'est de votre faute, Jean-Luc. Je dois résumer. Enfin, de la faute de quelqu'un à un moment donné. Je dois parler très vite de 2 livres. Donc, celui-ci, par exemple, j'ai adoré l'écriture. Les mots sont justes. Les phrases sont courtes. Et l'histoire, c'est quoi? Alors l'histoire, c'est un retour de vacances, c'est-à-dire qu'un couple avec les enfants qui ferment la maison de vacances familiale. Et le monsieur, il dit je vais rester là. La femme s'en va, elle rentre seule. Alors je ne sais pas si elle rentre à Paris, je me souviens plus. Elle rentre seule avec les enfants. Et lui reste là et il fait le point sur 20 ans de leur vie commune. Et se pose beaucoup de questions. Pourquoi cet amour qui était si fort, si puissant, pourquoi cet amour a périclité et pourquoi il ne lui reste finalement que l'envie de réfléchir à ces 20 années qui viennent de passer. Et il reste dans cette maison, il est assez inactif, il réfléchit, il ne fait pas grand-chose, mais pendant ce temps, il n'est pas seul quand même, il est encore avec une épouse qu'il va rejoindre à un moment donné. Et je ne vous dis pas la suite, puisqu'il faut toujours un suspense. Oui, bien sûr. Voilà. C'est aux éditions Flammarion, je vois ça d'ici, c'est ça? Oui, c'est Flammarion. D'accord. Bon. Lequel des 2 vous a le plus touché des deux? Alors, celui qui m'a le plus touché, c'est le 2e. D'accord. Alors, le deuxième, et je me dis, les choix secrets. Alors ça, c'est l'histoire d'une femme qui est vieille, qui vit dans une maison à l'écart d'un village avec son mari qui est malade. Et l'histoire est très bien racontée puisque les chapitres se succèdent. Voilà. Dans un chapitre, on parle du présent, c'est-à-dire son comportement vis-à-vis de son mari qui est malade. Et le chapitre suivant sera justement une rétrospective de leur vie commune. Ah oui. Et elle a une particularité, cette femme, c'est que elle a toujours été mécontente. C'est une personne qui a... Alors, à la voir, elle est très belle, a toujours été très belle, très élégante, un peu une star. On l'a regardée comme une star, comme une fille extraordinaire, ensuite une femme extraordinaire, son aspect extérieur. Mais dans le roman, on découvre son vrai caractère. Et surtout, ce qu'elle a fait avec son mari et ce qu'elle a fait avec son enfant même, puisque son enfant est arrivé à la détester. Ah oui, en plus. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui pourrait très bien devenir un film. Je vais peut-être envoyer à notre cinéaste, à Stéphane, le bouquin, parce que ce n'est pas très marrant. Ce n'est pas très marrant, mais ça fait réfléchir les femmes, par exemple. Parce que moi-même, je peux me dire, est-ce que j'ai toujours été... assez aimante, est-ce que j'ai toujours été assez gentille? Ah oui, c'est les questions qu'on peut se poser. Elle se pose toutes ces questions tout au long du roman. Merci beaucoup, Simone Isler, d'être venue nous présenter ces livres. Vous savez que maintenant, cette émission est la vôtre. Vous venez quand vous voulez nous présenter. Vous avez des choses à nous montrer. Si vous voulez venir toutes les semaines, vous venez toutes les semaines. Sinon... on aura du mal à s'en passer. Oui, puis elle va peut-être nous montrer des livres un petit peu plus rigolos. Ça m'arrive. J'ai failli en amener un. Ah, failli, mais elle n'a pas emmené. Il date d'avant les vacances. Avant les vacances. Ça on le trouve toujours. Il s'appelle Salut Marie. La prochaine fois, ramenez-le. Si vous voulez. Prochaine fois, regarde Salut Marie. Marie-Paul Wolf, c'est dans le temps de la pub. Et on va se retrouver là-bas, à l'autre table, avec forcément des choses toujours très intéressantes. Et aujourd'hui, c'est étonnant, vous allez voir.